transpirer, j'avais de la fièvre. Je bois ça comme si c'était de l'eau. Red Bull recherche des étudiants pour... Red Bull. Des ados qui en raffolent et un marketing ultra agressif. Aujourd'hui, je vais vous raconter les coulisses de notre nouvelle enquête sur Red Bull. Pendant des semaines, avec mon équipe, on a tout épluché. Photos, vidéos de soirée, études scientifiques. On s'est plongé dans les arcanes d'un des plus gros lobbies pour découvrir les dangers de la boisson préférée des étudiants et des sportifs. On a même enfilé nos bottes pour traquer les pesticides, fouiller du côté de l'armée et traîner notre micro dans les courses les plus folles. Est-ce que vous pouvez juste me dire pourquoi est-ce que Red Bull ne répond pas à nos questions? Je vais pas couper mon filmé. Vous savez pas le droit de faire ça. Alors, vrai boost d'énergie ou danger mortel? C'est parti, on enquête sur la canette qui donne des ailes. Ce qu'il faut savoir, avant de commencer, c'est que Red Bull, c'est un mastodonte. Rien qu'en 2023, la société, dont le siège est basé en Autriche, a écoulé plus de 12 milliards de canettes dans le monde. Et bien devinez quoi? Une grande partie de ces canettes, c'est en Suisse qu'elles sont produites, à Wiedenau. Alors forcément, ça m'a donné envie de gratter. Parce que oui, le slogan, on le connaît tous par cœur. Red Bull donne des ailes, et si on en croit leur site, tous les plus grands champions du moment en consomment. Je bois du Red Bull à la fin de la course. J'ai toujours quelques canettes de Red Bull J'aime dans la boire un voiture. Red Bull sur le chemin des pistes. Mais est-ce que c'est vrai? Ces champions boivent-ils réellement des Red Bull pendant leur entraînement ou sur des grosses compétitions? J'ai envoyé des dizaines de mails aux sportifs sponsorisés par la marque, mais bizarrement, aucun n'a donné suite. Bonjour Cécile. Red Bull ne dit pas aux athlètes quand ou combien de canettes doivent être consommées. Le besoin d'un regain d'énergie est tout à fait individuel, c'est pourquoi je ne souhaite pas participer à votre expérience. À force de chercher, on a fini par en trouver un qui a accepté de s'exprimer. Il s'appelle Jim De Paoli, il est genevois et il possède sa propre salle de sport, mais sa spécialité, c'est ça, la descente sur glace ultra rapide. Alors, j'ai une question parce que sur son site, Red Bull met vachement en avant les sportifs. C'est écrit, moi j'en prends toujours à l'entraînement, j'en ai toujours un dans ma voiture. Est-ce que toi, c'est ou c'était le cas? Est-ce que tu es un gros consommateur? C'était pas une habitude que j'avais dans mes entraînements. C'était pas quelque chose que je consommais régulièrement. Là. Mais ça t'est arrivé d'en boire? Oui, ça m'est très clairement arrivé de prendre une ou deux gorgées pour justement apporter ce côté un peu stimulant. De là à consommer 2-3 canettes comme ça pendant un event, non, ça n'est jamais vraiment arrivé. D'un point de vue sportif, il n'y avait pas vraiment d'intérêt de consommer ça toute l'année. Mais j'ai vu que sur certains shootings photos ou vidéos, on te voit avec des canettes. Alors, est-ce que tu peux me raconter comment ça se passait réellement? Si par le passé, c'est vrai qu'on avait peut-être un shooting ou une vidéo et à un moment donné, on allait avoir une canette dans les mains ou quelque chose comme ça. Ça fait partie d'une mise en scène. Sur les podiums, comme ça va être, à mon avis, les images, les photos, les vidéos qui allaient ensuite beaucoup circuler, ils avaient envie d'avoir une canette qui apparaît sur ces images-là. Teacup race, take one. The one who gets the most at the end wins. Ces vidéos trompeuses, mises en scène, on s'est amusé à les repérer avec mon équipe. Certaines avaient déjà été débunkées, comme celle-là, repérée par le site MotoStation. On y voit un pilote, Marc Marquez, faisant semblant de boire un Red Bull à l'arrivée d'un Grand Prix, mais dans sa main, la canette est fermée. Mais c'est pas la seule vidéo. Observez attentivement celle-là. La Suissesse Daniela Riff franchit à peine la ligne d'arrivée qu'un staff lui tend une canette, qui restera fermée là encore. Et sur ces vidéos, impossible de voir si la canette est ouverte ou fermée, mais quand on zoome sur la gorge, observez bien, la glotte ne bouge absolument pas. Rien de grave, vous allez me dire, c'est du marketing. Oui, c'est vrai, mais ça a des conséquences directes sur votre santé. Et il faut savoir que Red Bull a déjà déboursé des millions en 2014 et 2019 après des plaintes pour publicité mensongère. La marque s'était alors engagée à ce que toutes les allégations futures soient médicalement ou scientifiquement prouvées. C'est vrai ça? On va vérifier. Aujourd'hui, si je clique sur la section questions-réponses, voilà ce qui est écrit à la question « Red Bull Energy Drink est-il sans danger ?» Dans le monde entier, les autorités sanitaires ont reconnu que Red Bull Energy Drink est sans danger. Et un peu plus bas, est-il possible de boire trop de Red Bull? En 2015, dans son avis sur l'innocuité de la caféine, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que pour un adulte en bonne santé, prendre jusqu'à 400 mg de caféine par jour, l'équivalent de 5 canettes de 250 ml de Red Bull ou 5 tasses de café, ne présente aucun problème pour la santé. 5 Red Bull par jour, sans aucun souci, et ça avec une étude à l'appui. C'est parti, on vérifie tout ça.
Alors c'est vrai, il y a bien une étude de 2015 de l'EFSA qui conclut que jusqu'à 400 mg par jour, la caféine ne présente pas de danger. Une canette contenant 80 g de caféine, sur le papier, on arrive bien aux 5 canettes annoncées par Red Bull. Mais attention, parce que dès la page 2, voici ce qu'il est écrit. Des inquiétudes ont été soulevées concernant la consommation de caféine dans les circonstances suivantes. Effet aigu de la consommation de caféine dans les boissons énergisantes et risque d'effets néfastes sur la santé des adolescents et des adultes en ce qui concerne le système cardiovasculaire. Lorsqu'elle est consommée sur de courtes périodes à des doses élevées et en association avec de l'alcool et lors d'exercices physiques. Effet aigu de la caféine en combinaison avec la synéphrine sur le système cardiovasculaire. Ça, évidemment, vous ne le trouverez pas sur les canettes. Mais en ligne, une chose est bien visible, les témoignages des consommateurs. Et les vidéos de personnes accros ou décrivant des effets secondaires graves se multiplient. Mais sans leur dossier médical complet, impossible de vérifier leurs propos et le lien avec la boisson. Alors pour y voir plus clair, j'ai pris rendez-vous avec le professeur Marquez Vidal. Il est membre de la Société européenne de cardiologie et il est spécialiste des questions de nutrition. Et pour moi, il a accepté de jouer le jeu du vrai ou faux. Alors, est-ce que c'est vraiment sans aucun danger? C'est sûr que si je vais boire une canette, je vais pas, boum, tomber. Mais si j'en prends plusieurs... 5 par jour, ils disent jusqu'à 5 par jour. 5 par jour, voire plus. Il y a des cas où c'est 10 canettes par jour. Au long cours, là, il y a un danger d'obésité, il y a un danger de diabète, il y a un danger de décompensation anxieuse, il y a peut-être un danger de trouble du rythme cardiaque. Et dans certains cas, il a été décrit des crises comiciales, des crises d'épilepsie, probablement dues à cette consommation. Et surtout, vous allez devenir insomniaque. Et ça, c'est plutôt préoccupant chez les jeunes. Un ado, il a besoin de sommeil. Si dès cet âge, on devient insomniaque, eh bien, le développement ne va pas se faire correctement. Là, on a parlé de la caféine uniquement, mais évidemment, il y a d'autres ingrédients dans le Red Bull. Il y a du sucre, il y a de la taurine, il y a de la nicine, il y a des vitamines B6, B12. Est-ce que ça, en consommant 5 canettes par jour, est-ce que ça peut avoir des dangers? Au niveau des vitamines, il n'y a pas un grand risque puisque vous les buvez et ensuite vous allez les éliminer par l'urine. Il faut vraiment prendre des charges phénoménales pour qu'il y ait un risque. Ça va pas attaquer les reins ni quoi que ce soit? Non, en principe pas. Et entre nous, ils ont mis des vitamines un petit peu aussi pour la publicité. Ce n'est pas nécessaire. Avec une alimentation équilibrée, vous avez l'apport en vitamines dont vous avez besoin. Pour la taurine, alors on ne sait pas exactement ce que fait la taurine. On sait qu'elle stimule. Oui. Mais vu qu'elle est toujours associée à la caféine, des études où on donne qu'une boisson avec de la taurine, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que c'est la taurine qui pourrait rendre accro ou ça c'est une fausse information? Pas que je connaisse. Il y a aussi la possibilité que tout soit associé. Disons, la taurine est un petit peu accro, le sucre vous rendra un petit peu accro, ensuite le fait d'être stimulé par la caféine vous rendra un petit peu accro, et au bout d'un certain temps, vous avez un niveau d'être accro qui est important. Contactée dès le début de cette enquête, l'entreprise Red Bull a refusé toute interview filmée pour notre émission. Merci pour vos questions. Nous n'avons pas pour habitude de participer à des interviews sur nos pratiques commerciales. Je vous prie de ne pas attribuer ces informations à une seule personne, que ce soit sous forme de citation ou de paraphrase. Bon, Red Bull n'a pas voulu répondre à notre question, alors on a essayé de se rendre sur place à un événement qu'ils organisent directement, c'est le Alpenbrevet, on est à Interlaken, il va y avoir 1400 participants ici aujourd'hui, mais nous ce qu'on veut, c'est des réponses à nos questions, alors c'est parti, on y va. Bonjour. Enchanté. Pas d'être filmé. Vous êtes de dos, il n'y a pas de souci. Ça je comprends, il n'y a pas de souci, on respecte entièrement. Est-ce que vous pouvez juste me dire pourquoi est-ce que Red Bull ne répond pas à nos questions? Je ne vais pas couper mon filmé. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, mais notre rôle, c'est de venir et de poser les questions. C'est notre rôle journalistique. Nous respectons totalement la loi. Je n'apprécie pas du tout que vous faites ça. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Bon, on va aller voir si on a plus de chance auprès des participants. On est à quelques minutes du départ de la course. On a vérifié, ici, pas de distribution gratuite de Red Bull. Par contre, chaque participant a reçu ce sac de goodies avec à l'intérieur 2 canettes. Bonjour.
Comment vous appelez? David. Philippe. Et vous, vous buvez du Red Bull? Un petit peu. Voilà, une toutes les semaines, on dira. Das ist meine erste heute, aber gestern habe ich sicher etwa eine 6 reingetatscht. Viel? Ja, ist viel. Ich bin auch vom Aargau hierher gefahren schon mit dem Töffel. Also. Haben Sie Angst für die Gesundheit oder nicht? Nein, eigentlich nicht. Überhaupt nicht, würde ich nicht sagen. Ja, wahrscheinlich ist es schon nicht so gut für den Körper. Das kann ich mir vorstellen, ja. Wasser wäre besser. Aber Wasser brauchen wir zum Händewaschen. Wie viel Red Bull trinkst du? 2-mal pro Woche. Ich bin 13 und ich mache es so seit 11. Wie viel Red Bull trinkst du? Sehr viel nach der Schule, immer ein Red Bull. Und ja, bestes Getränk. Und wie alt bist du? 14 Jahre alt. Und hast du Angst für deine Gesundheit? Oder? Nein. Weißt du, dass vielleicht es gibt Blutsprobleme? Ja, das weiß ich. Aber es ist gut. Das ist deine erste Red Bull, genau? Ja, das habe ich da vorne gefunden. Am Start ist es am Boden gelegen. Und? Schmeckt? Ist recht gut. Wissen Sie, dass es gibt vielleicht Gefahr für deine Gesundheit? Nein, da habe ich keine Angst. Keine Angst? Und Sie? Egal, man lebt lange, macht nichts. Bon, les fans de mobilette et de Red Bull, c'est sympa, mais ça fait pas beaucoup avancer l'enquête. Ce qu'il faut maintenant, c'est éplucher les études scientifiques réalisées à travers le monde pour voir quels sont réellement les effets de cette boisson sur la santé. Évidemment, je vais pas faire ça toute seule, il y en a beaucoup trop, alors je vous propose d'appeler ma communauté d'enquêteurs en ligne pour démêler le vrai du faux. Salut tout le monde, salut Aileen, salut Karim, est-ce que tu nous entends? Bonjour à toutes et à tous, je vous entends à présent. Top, alors pour cette enquête, j'aurais besoin de vous pour lire un maximum d'études scientifiques, en gros pour fact-checker ce que dit Red Bull sur son site. Est-ce que ça améliore vraiment les performances physiques et cognitives de boire ces canettes? Et est-ce qu'il y a des effets démontrés sur la santé? Donc on vous a préparé un fichier partagé pour regrouper nos recherches avec une première partie consacrée aux études scientifiques que vous aurez trouvées et puis une deuxième partie à ce que vous observerez sur le terrain comme des distributions de Red Bull sur des campus ou dans des salles de sport. Nicolas, Karim, vous avez déjà vu ça dans les salles de sport, vous? Beaucoup, oui. Pas plus tard que la semaine dernière, une nouvelle salle de sport qui a ouvert à côté de chez moi où je me suis rendu et ça m'a énormément surpris de voir les ambassadeurs qui passaient entre tout le monde pour distribuer des canettes. Moi, en l'occurrence, je l'ai accepté, mais je leur ai dit que je la boirais pas. Et du coup, ils me l'ont donné sans l'ouvrir. Ok, donc ça sera forcément super intéressant à creuser. Je vous laisse bien remplir le fichier avec votre nom, la date, ce que vous avez vu ou les études que vous avez lues. Allez, c'est parti, bon courage à tous. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. En attendant leurs résultats, j'ai découvert 7 études analysant des cas graves ou fatals de gens ayant consommé des boissons énergisantes, dont le Red Bull. Et là, c'est glaçant. 22 cas ont été analysés, la majorité ce sont des jeunes de 30 ans qui font un arrêt cardiaque ou décèdent après avoir consommé des canettes. Un homme de 19 ans s'est présenté avec une douleur thoracique sourde, irradiant vers le bras droit, associée à une sensation de froid et à un essoufflement. Ses antécédents médicaux étaient sans particularité. Au cours de la semaine précédant son admission, il buvait 2 à 3 canettes de Red Bull par jour. Une joueuse de volley, âgée de 16 ans, s'est plainte d'une perte de conscience transitoire. On a diagnostiqué un syndrome de tachycardie posturale. Une semaine avant l'apparition des symptômes, elle avait commencé à boire 4 à 5 canettes de Red Bull par jour. Un homme de 28 ans a été admis aux urgences pour une tachycardie ventriculaire. 5 heures avant un match de basket, il a bu 3 canettes de 250 ml de boissons énergisantes et s'est plaint de palpitations et de nausées. 30 minutes après le match, il a perdu connaissance. Il est décédé le 3e jour, après un arrêt cardiaque. Jusqu'à cet événement, le patient était apparemment en bonne santé et ses antécédents familiaux étaient sans particularité. Joueur de basket ou de volley, dans les deux cas, le sport pourrait bien être un élément déclencheur. Mais qu'en disent les études scientifiques? C'est le moment de rappeler la communauté. Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui s'était connecté sur le fichier, c'est génial. Alors, qui c'est qui veut se lancer? Moi, je suis plutôt sur une vieille étude, en fait. Elle est sortie en 2010 et c'est l'Association québécoise des médecins du sport, ouais.
Et puis, il y a des recommandations maximales quotidiennes. Ouais, je l'ai aussi parcouru ce matin et c'est hyper intéressant, je trouve, parce que c'est écrit que l'Association québécoise des médecins ne recommande pas la prise de boissons énergisantes lors de la pratique d'une activité sportive. Et eux, ils disent qu'en dessous d'1 heure d'entraînement sportif, ils recommandent que de l'eau et pas d'apport de glucides. Ce qui est fou, en fait, c'est que le Red Bull, c'est un diurétique. Donc, pour les trails et les marathons, par exemple, c'est pas du tout recommandé parce qu'au bout d'1 heure, tu vas avoir envie de pisser, ça va te déshydrater. Donc ça, faut faire attention. Et puis, j'ai vu que dans cette étude, ils ont mis en effet des taux maximum pour les ados et les enfants. Et c'est grand maximum 1 canette par jour et seulement à partir de 10 ans. Exactement, ouais. Alors, dans mon étude, on parle justement, l'étude d'Aileen, elle est mentionnée. A Call for Regulation, c'est la ligne 29. C'est surtout un appel à réguler la consommation des energy drinks avec la FDA. Et en fait, Red Bull a été introduit aux États-Unis en 96. Et en 97, il y avait déjà un appel à réguler la consommation. Karim, je vois que tu as levé la main. Toi, tu es enseignant en école de commerce, c'est bien ça? Tu as vu passer quelque chose? Ce que je voyais beaucoup, c'était à l'époque où j'étais étudiant. Ils s'associaient avec les associations, enfin les bureaux des étudiants. Bon, en l'occurrence, c'était une école de commerce, mais j'imagine qu'ils font la même chose avec les universités. Pour enquêter discrètement sur les campus, c'est raté pour moi. J'ai passé l'âge. Alors j'ai demandé de l'aide à Lucie. Elle est étudiante en journalisme à l'université de Neuchâtel et elle a mené l'enquête pour vraiment. Et vous allez le voir, elle a découvert des pratiques totalement interdites sur les campus. Comment ça s'est passé cette rentrée universitaire? Qu'est-ce que tu as pu observer sur les campus? En analysant les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait directement des distributions sur les campus. Ouais. Notamment, là, je suis tombée sur une story Insta d'une association des étudiants à Berne. Et tu vois, les étudiants, ils peuvent venir chercher leur sac et il y a des canettes dedans. Ah ouais. Et j'ai vu aussi qu'à la faculté de HEC à Lausanne, ils avaient des frigos où les étudiants ils peuvent directement venir se servir. Du coup, je me rends au comité HEC à Lausanne pour me servir dans le frigo Red Bull et prendre le Red Bull vert. Voilà. Mais je comprends pas, c'est interdit d'un côté, mais en même temps, on voit clairement qu'ils sont présents sur le campus. Comment ça se fait que tu les as contactés? Bah ouais, j'ai réussi à contacter une dizaine d'unis et d'autres écoles en Suisse, mais elles m'ont dit que sur le campus, la distribution, normalement, c'est interdit, sauf autorisation spéciale, mais en général, pour les boissons et les produits alimentaires, c'est refusé. Bah, comment ils font? Parce que clairement, ils sont là, ils sont présents. Ça passe par les assos étudiantes pour les kits de bienvenue, pour les sacs. Mais après, tout le long de l'année, il y a des étudiants qui bossent pour Red Bull et c'est eux qui font le lien avec les associations universitaires. Et regarde, à Neuchâtel, 2 associations ont reçu ce mail où c'est écrit « Nous pouvons mettre à votre disposition de grandes quantités de gratuité de votre choix ». Et Red Bull leur a même proposé une voiture Red Bull et une Wings. C'est quoi une Wings? C'est justement ces étudiants qui bossent pour Red Bull, ouais. Et d'ailleurs, j'ai trouvé des offres d'emploi. Regarde, justement, il y a à Lausanne, à Neuchâtel. Et j'ai tenté de postuler. Justement pour avoir des infos de l'intérieur, mais ils m'ont refusé. Ah dommage, c'était une trop bonne idée pour avoir des bonnes infos. Est-ce que tu n'as pas pu contacter d'autres étudiants qui étaient dans le job ou qui sont toujours dans le job qui pourraient te donner des infos? Oui, et ils nous ont raconté que en fait pour eux c'est le job de rêve. Aujourd'hui on va suivre Jules dans ses missions en tant que student marketeer pour que tu aies une idée des missions qui t'attendent. Clairement ils vont où ils veulent et en plus ils ciblent en priorité les campus et les bibliothèques et les lieux sportifs. Et niveau quantité, ça donne quoi? Ce qu'on a compris, c'est 2 cartons par établissement. Ouais. Mais par contre, et ça c'est important, 1 canette maximum par personne et elle est ouverte sur place. Et normalement, pas de distribution aux mineurs, mais ils ne vérifient pas les cartes d'identité. Ah purée, bon trop bien, super info. Je pense que maintenant il faut aller poser des questions aux universités. Je te tiens au courant, merci pour tout. Au cours de notre enquête, nous, on a découvert qu'il y avait des distributions de canettes Red Bull ici, directement sur le campus. Est-ce que vous étiez au courant? Alors non, effectivement, vous nous l'avez appris avec les éléments que vous avez pu récolter. Mais ces distributions, est-ce qu'elles sont contraires à votre règlement ici sur le campus? Effectivement, donc normalement, toute distribution, et notamment de boissons ou alimentaires, est interdite. Après, c'est vrai que ça reste une communauté qui est quand même majeure. Tout le monde est majeur ici. Et puis du coup, on n'a pas forcément plus à intervenir dans les choix des gens. Voilà, et c'est vraiment en cas d'abus, comme là, vous nous l'avez fait part, et je vous en remercie, qu'on va agir. Alors, j'ai compilé pour vous quelques photos, quelques vidéos qui ont été publiées très récemment, notamment par l'association des étudiants d'HEC. Je vous laisse les consulter et peut-être réagir à ces vidéos que vous voyez.
Comment est-ce que vous réagissez ? Disons qu'en tout cas, c'est des preuves qui montrent qu'effectivement, il y a eu des actions qui ont été menées contre les directives qu'on donne, non seulement au niveau de direction, mais aussi au niveau de la faculté. C'est clairement quelque chose qui est abusif, on peut dire. Enfin, là, il y a quand même plusieurs images où il y a quand même une promotion active. Et donc, effectivement, c'est des choses qu'on va reprendre et puis qu'on va voir avec la faculté comment on peut agir. Et Cécile, je viens de voir un truc qui va t'intéresser. Regarde, je t'envoie la story du comité HEC à Lausanne, mais ils ont sorti tout le dispositif. Et mon pote de l'Uni de Berne, il vient de m'envoyer des photos et des vidéos du bus, je te les transfère. Pourtant, par email, l'université de Berne est très claire. Pas de distribution autorisée à moins de 30 mètres de l'université. Alors, on a vérifié. Première étape, il a fallu s'assurer de la géolocalisation exacte de cette photo. Pour ça, il faut regarder les métadonnées de la photo, c'est-à-dire la petite carte d'identité invisible mais qui contient toutes les données sur une photo. Grâce à ce site, Gimple, c'est possible en quelques secondes. Il suffit de copier-coller la photo et voilà le résultat. Première chose à vérifier, la date et l'heure. Ici, 20 septembre à 14h28, c'est conforme au tour annoncé par Red Bull. Deuxième chose à vérifier, la localisation, pour voir exactement où se situait la personne qui a pris la photo et voir si elle était ou non à proximité d'un bâtiment de l'université. Pour ça, il suffit de cliquer sur la carte, ici. Et là, bingo! Le poteau, l'arbre et le bâtiment à l'arrière sont conformes. Le bus était donc parqué juste là, à moins de 30 mètres de l'entrée de l'université. Contacté, la direction de l'université nous a confirmé que Red Bull ne disposait d'aucune autorisation ce jour-là pour distribuer ces canettes, même son de cloche auprès de la police du commerce qui nous a répondu ceci. Nous n'avons pas connaissance de cette action publicitaire de Red Bull. Nous n'avons pas donné d'autorisation. Dans la ville de Berne, il est interdit de distribuer des produits emballés sur le domaine public. Si le bus Red Bull était garé sur le domaine public, ce que nous ne savons pas est qu'il a distribué du Red Bull, cela n'aurait pas été correct. Et nos découvertes ne s'arrêtent pas là, car plus on avance dans cette enquête, plus on découvre la stratégie tentaculaire de la marque. Grâce à la communauté, on a pu enquêter sur un pan beaucoup plus discret du marketing de Red Bull, l'armée. Moi, j'ai des souvenirs de Red Bull qui distribuait des canettes gratuites aux recrues, notamment à l'armée. À voir s'ils ont développé une rhétorique autour de ça, mais je sais qu'ils sont qu'ils distribuent pas mal de choses à travers l'armée. Ah ouais? Et comment ça marchait? C'était à la cuisine. En gros, après le repas, tu pouvais prendre une canette. Je sais plus s'il y avait un petit dépliant ou comme ça, mais voilà, il y avait des palettes à disposition et on pouvait se servir. Officiellement, j'ai vérifié, il n'existe aucun partenariat et aucun contrat entre l'armée et la boisson. La seule chose qui est admise, c'est la distribution d'un kit de bienvenue comme celui-ci, qui contient divers articles allant du rasoir au préservatif, en passant par la fameuse canette de Red Bull. En 2024, ce kit a été distribué à toutes les recrues, soit plus de 12 000 nouveaux soldats. Ces soldats et leurs casernes, nous n'avons pas pu les filmer, mais nous avons pu discuter avec l'un d'entre eux qui a accepté de témoigner de manière anonyme. Il a 27 ans et nous l'appellerons Romain, mais c'est un nom d'emprunt car nous devons absolument le protéger par rapport à sa hiérarchie, car il risque gros à nous parler. Pour sa sécurité, sa voix a été reconstituée. Quand tu arrives à l'armée, tu te retrouves avec une 60aine de gars que tu connais pas, t'es stressé, tu dors pas beaucoup, tu fais du sport. Et en général, ce qui va te faire boire un Red Bull, c'est pas la notion de performance, c'est pour avoir un petit coup de boost quand t'as des formations ou des trucs à écouter. Et puis pour les conducteurs, on sait tous que c'est les plus gros consommateurs de Red Bull, ils ont tous un pack dans leur camion parce qu'ils doivent rester concentrés quand ils conduisent des camions de 40 tonnes avec 50 recrues à l'arrière. Et ils en achètent où? Il y a des distributions gratuites? Il y a un kiosque, c'est géré par le gars qui gère les finances au sein de la compagnie. Avec son supérieur, ils vont acheter des Red Bull, des chips, de la nourriture et ensuite ils mettent tout ça en vente un peu plus cher pour qu'à la fin, ça fasse de l'argent pour payer la soirée de la compagnie. Parce que dans l'armée, on n'a pas le droit d'acheter de l'alcool avec l'argent de la Confédération, donc vendre des produits comme ça, c'est un bon moyen d'avoir de l'argent. Pour le coup, les Red Bull, c'est des produits qui sont assez forts, c'est facile à transporter, ça prend pas trop de place. En général, ça coûte environ 1,20 franc l'unité et tu les revends à 1,80 franc ou 2 francs. Et toi, t'as fait ça du coup? Moi, pendant le Covid, j'étais engagé dans les troupes, je m'occupais des trucs logistiques, de tout ce qui est contrat pour la viande, pour la nourriture, etc. Et là, j'ai pris contact avec des marques en mode, on a une unité de tant d'hommes, est-ce qu'on pourrait avoir des produits gratuitement?
J'ai reçu quelques milliers de canettes de Red Bull avec différentes saveurs. Je les ai reçues gratuitement. Et quand c'était pour des événements de soirée, je les offrais. Et quand c'était au kiosque, je les vendais, mais à moindre coût, genre 80 centimes. Le but, c'était pas de faire du bénéfice, c'était vraiment de mettre de l'argent de côté s'il y avait des pertes de matériel ou une pièce de camion qui avait pété pour éviter que ce soit le soldat qui paye. Et ça se fait toujours ? Oui, en ce moment, je suis en cours de répétition en Suisse alémanique. J'ai un collègue, un des gars qui gérait le kiosque des soldats. Pareil, lui, il a réussi à avoir le frigo Red Bull et quelques centaines de canettes. Faut pas oublier que l'armée, c'est là où tu commences à faire tes premières sorties avec tes camarades. C'est là que tu peux forger de nouvelles habitudes. Et socialement parlant, une habitude devient instaurée, rituelle, au bout de 3 mois de récurrence. Et une école de recrue, ça dure 4 mois. Donc, les marques ont clairement une carte à jouer. Et pour nous, c'est un peu notre travail de prendre contact avec ces marques pour avoir des produits. On joue sur le fait qu'on a beaucoup de monde, on a beaucoup de jeunes. Donc les marques jouent leurs cartes pour faire goûter leurs nouveaux produits, donc c'est gagnant-gagnant. Mais les grands gagnants de cette histoire, c'est surtout les producteurs de sucre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une canette, c'est quasiment 5 morceaux de sucre, là encore produits en partie en Suisse. Red Bull rachèterait 25% de la production nationale. Oui, vous avez bien entendu, 25%, soit plus de 50 000 tonnes par année. Ce pourcentage, c'est l'émission Rundschau de la SRF qui le donnait en 2020, mais sans le sourcer, alors nous avons voulu le vérifier. Mais figurez-vous que personne, je dis bien personne, n'a pu nous confirmer ces 25%. Ni Sucre Suisse, ni la Confédération, ni les agriculteurs, ni même Red Bull, impossible de savoir combien de sucre exactement la multinationale rachète en Suisse. Pourtant, vous imaginez bien que si je vous en parle, c'est pas juste pour le plaisir des chiffres, c'est parce que ça a une conséquence très importante. Car pour produire le sucre de Red Bull, il faut des betteraves, beaucoup de betteraves. En Suisse, plus de 16 000 hectares sont dédiés à cette culture, très gourmande en pesticides. Alors, direction Corcelles-Payerne, dans le canton de Vaud, pour rencontrer un expert du centre betteravier suisse. Alors, on est en plein milieu d'un champ de betteraves sucrières. C'est quoi les plus gros risques pour vous en termes de ravageurs, en termes de maladies ? Alors si on prend les ravageurs, on a l'altise, qui est un ravageur volant, on a le puceron, que ce soit le puceron vert ou le puceron noir. On a ensuite la cicadelle, qui est entre autres vectrice de la maladie du syndrome des basses richesses. Et qu'est-ce que vous pouvez faire très concrètement pour lutter contre tous ces ravageurs, toutes ces maladies ? Ce qu'on fait ici, c'est qu'on teste une quarantaine de variétés pour voir leur tolérance ou leur sensibilité par rapport à cette maladie. Cette production de sucre a un impact direct sur la politique. Car vous allez le voir, Red Bull, c'est pas seulement une boisson, mais c'est aussi un lobby très puissant. Pour tenter de comprendre l'ampleur de ce phénomène, nous avons utilisé ce site, Ozine Tracker, totalement gratuit et confidentiel. En ajoutant des noms, des emails, des responsables politiques et des entreprises, nous avons créé une galaxie autour de l'univers Red Bull pour recenser tous les liens directs et indirects d'influence au sein même du Parlement suisse. Ok, ça peut paraître compliqué comme ça, mais je vais vous donner un exemple tout simple pour bien comprendre ce jeu de flèches. Red Bull, comme vous pouvez le voir, est membre du groupe d'information des boissons rafraîchissantes. Un joli nom tout pétillant pour désigner le lobby des boissons sucrées à Berne. Et le président de ce groupe a une place stratégique, il siège directement à la Commission pour la santé publique, autant dire une porte d'accès directe pour influencer les décisions en matière de santé. Si ça vous intéresse, tous les liens d'intérêt des politiques sont déclarés ici, sur le site du Parlement, mais je vous recommande aussi cet outil Lobby Watch qui est super bien fait et qui permet de vérifier en quelques clics pour qui roulent nos élus. Mais revenons-en à Red Bull parce que là, c'est du lourd. Derrière cette canette, il y a donc un accès direct aux parlementaires. C'est ce que m'a confirmé Léonore Porcher. Elle est conseillère nationale vaudoise, elle est verte et elle m'a expliqué le poids de Red Bull et comment ils obtiennent leur badge au Parlement. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Donc ils ont des badges et ils peuvent accéder directement au Parlement ? Peut-être il faut expliquer ce que c'est que ces badges. Donc chaque parlementaire a droit de donner 2 badges à qui il ou elle souhaite. Et puis on a des collègues qui ont fait le choix de donner leur badge à des représentants de ces lobbies des boissons rafraîchissantes. Et donc on a quand même 4 badges qui sont attribués à des personnes spécifiques dans le domaine des boissons rafraîchissantes. Le problème, c'est que là on a une politique fédérale qui massivement encourage la production de betteraves sucrières au détriment d'autres
d'autres cultures nourricières. Et ça va vraiment au profit d'une industrie agroalimentaire qui a tout intérêt à sucrer le plus possible ses produits pour attraper et fidéliser le plus de clients puisque le sucre est un puissant addictif. Mais au quotidien, vous avez des exemples? Comment il fonctionne très concrètement ce lobby? Il est très fort ce lobby et puis ils s'organisent. Ils s'organisent notamment dans le cadre d'un intergroupe parlementaire qui dit tout dans son nom, qui est le groupe Plaisir et Responsabilité, et dont l'objectif est vraiment de limiter le plus possible la prévention dans le domaine de l'alimentation. Et puis dans le cadre de l'analyse de lois ou d'ordonnances, participe à fournir du matériel, parfois jusqu'à des amendements écrits à mes collègues. Mais ce n'est pas tout. Depuis quelques mois, la bataille fait rage en coulisses car la Suisse s'apprête à réviser entièrement son ordonnance sur les produits phytosanitaires. Pour le lobby des boissons rafraîchissantes et pour les milieux agricoles, c'est donc le moment de mettre le paquet pour demander plus de pesticides avec un argument imparable, il n'y aurait pas d'alternative, sinon c'est la mort de l'agriculture suisse. Vous êtes prêts à ce que tous ces produits arrivent sur le marché suisse et soient déversés dans nos champs ? Premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que pour beaucoup de plantes, par exemple pour la pomme de terre, pour le colza, pour la betterave, aujourd'hui on n'a pas d'alternative. Il y a le conseiller national UDC Nicolas Colli qui dit, lui, ah oui, mais pour les cultures comme pour la betterave, il n'y a pas d'autre alternative. Si on n'utilise pas plus de produits phyto, c'est simple, les cultures elles sont mortes. C'est vrai ça ou pas ? Alors les autres alternatives, ça pourrait par exemple passer par des variétés plus tolérantes, mais c'est peu probable, c'est voire presque même illusoire de s'imaginer qu'il y a une variété qui va finalement répondre à tous les critères et toutes les variétés et toutes les maladies. Pour ceux qui disent, oui mais la Suisse va devenir un enfer des pesticides, notamment pour la betterave, vous leur répondez quoi ? Mais qu'on se lève tous les matins pour finalement trouver aussi des substances alternatives ou des autres méthodes de lutte. Donc c'est pas un plaisir en soi ? Non, on intervient toujours avec un produit phytosanitaire pour vraiment éviter de devoir les employer, mais malheureusement dans certaines conditions ou pour certains ravageurs, il n'y a aujourd'hui pas d'autres possibilités. Waouh! En démarrant cette enquête sur Red Bull, honnêtement, je m'attendais pas à apprendre autant de choses. Mais il me reste encore une question. Est-ce que tous ces pesticides qu'on a vus, qui étaient aspergés sur les betteraves, est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans votre canette? J'ai cherché partout. Impossible de trouver la réponse. Alors pour pas finir avec ce doute, j'ai fini par envoyer une canette à un laboratoire pour la faire tester. Le résultat, le voilà. Une seule trace de pesticide retrouvée, le chlorapyralide, mais à très faible dose, donc a priori sans danger sur la santé. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le document complet sur notre site et juste en dessous de cette vidéo, ainsi que tous les liens, les outils que nous avons utilisés pour cet épisode, également les références de toutes les études scientifiques. Et comme d'habitude, une seule adresse, vraiment @rts.ch pour toutes vos questions, critiques, commentaires. Et pour tous ceux qui veulent rejoindre notre communauté, vous êtes les bienvenus. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle enquête.